convergent à ce sujet à l'Assemblée nationale. Plusieurs responsables de groupes parlementaires consultés par le président de la Chambre basse du Parlement acceptent d'accompagner le nouveau gouvernement. On les écoute. Le vendredi 7 juin 2024, une importante délégation des députés honoraires de la législature 2018-2023, conduite par l'honorable Willy Bolio, est venue rencontrer le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, pour lui présenter ses doléances restées en suspens depuis la fin de la législature passée. Il s'agit notamment du dossier lié à leur rémunération et au remboursement des titres de voyage de fin de session qui sont restés impayés. À cela s'ajoutent des problèmes individuels de certains députés. Quant à leur situation sociale, ils ont sollicité le soutien du président de la Chambre basse du Parlement afin de s'impliquer pour que ces anciens députés retrouvent leur honorabilité face au service de l'État, car, dit-il, ils ont constaté que de plus en plus les avantages liés à leur rang des parlementaires ont tendance à être effacés à chaque fin de législature, y compris celle qui les concerne, à savoir la législature 2018-2023. Nous avons beaucoup de problèmes, notamment les problèmes liés à nos droits arriérés qui doivent nous être payés. Il y a des problèmes d'ordre administratif liés à nos passeports. Nous sommes en mesure de... Il y a des problèmes liés aux autorisations de sortie. Lorsque nous devons nous déplacer avec des passeports diplomatiques, il faut nécessairement avoir des autorisations de sortie. Et tous ces genres de problèmes avec les problèmes de soins médicaux, de prise en charge. Et donc, tous les problèmes sont consignés dans notre mémorandum et nous les avons transmis au président de l'Assemblée nationale. Par ailleurs, ils ont sollicité que le président Vital Kamerhe intervienne pour que, parmi eux, ceux qui sont éligibles à la prise en charge de la sécurité sociale des parlementaires puissent jouir de leurs droits. Le président Vital Kamerhe a été réceptif à 100% à toutes leurs revendications et a instruit la questure de se pencher minutieusement sur ces questions afin de remettre les honorables députés honoraires dans leurs droits. Vital Kamerhe a donc pris langue avec un groupe de députés de la législature passée venus solliciter son intervention pour le paiement de leur titre de voyage de fin de session. C'est ce reportage que vous venez de suivre. L'investiture prochaine du gouvernement fait parler d'elle. La première ministre a initié à ce sujet des échanges avec les élus nationaux. Ce vendredi, Judith Suminwa a reçu le président du caucus des élus de l'Assemblée nationale. Elle veut ainsi les écouter et les rassurer sur la prise en charge, la prise en compte des priorités des provinces dans le programme du gouvernement. Françoise Bouela-Boaki, Pomporumba. Pendant plus de 3 heures, les présidents de caucus des députés nationaux des 26 provinces de la RDC ont échangé avec la chef de l'exécutif national, Judith Suminwa. À quelques jours de la présentation à l'Assemblée nationale du programme du gouvernement, la première ministre a réuni les élus pour écouter les préoccupations de la population et se rassurer qu'elles figurent dans son plan d'action. Cette initiative est louable, étant donné que c'est nous qui sommes élus représentants du peuple. Nous venons de cette population qui nous a mandatés et nous palpons au jour le jour du doigt les réalités qu'elle vit sur terrain. Et dans ce cadre de cette concertation, nous échangeons avec la première pour lui mettre la puce à l'oreille de tout ce qui se passe au sein de nos différentes contrées, de manière à lui permettre d'orienter l'action gouvernementale et répondre aux besoins de la population. C'est une première que de réunir les responsables des différents caucus. Chacun de nous a eu à donner à la première ministre les vraies informations des réalités que traverse sa province. Chacun de nous, tour à tour, pendant plus de 5 heures, nous avons eu à exposer les vrais défis qui sont les nôtres. Le Maniema veut sortir du désenclavement qui est un frein à son développement. Le représentant de cette province s'est dit rassuré à l'issue de ces échanges avec la première ministre. Na tunatumaini kama ile dialogue anatia katikati ya wadepite na gouvernement ya kwake itasaidia maendeleo, paske wadepite wapo, watu wenyewe wapo na information ya siku kwa siku ya kila province na kila territoire. Donc sisi tunashukuru sana kuona mama waziri wa kwanza kuweza kupata ile initiative ya kuita makokisi ya wadepite wote ya maprovince yote 26.
Judith Souminois tient au dialogue, affirme au président des caucus des députés qu'elle sera une première ministre de terrain et non du bureau. Elle poussera ses ministres à l'être aussi afin de répondre aux attentes de la population. Les députés nationaux et sénateurs de l'Union sacrée réitèrent leur soutien au chef de l'État congolais et au gouvernement souminois. Déclaration faite à l'issue de la réunion tenue autour de 3 membres du présidium de cette famille politique. Alain Bikaï. Déclaration de députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation. Nous, députés nationaux et sénateurs, membres de l'Union sacrée de la nation, réunis en ce jour 6 juin 2024 au Kempinski Hôtel Fleuve Congo, avons suivi les péripéties de la formation du gouvernement de la République. Tenons à remercier le chef de l'État pour sa ferme implication dans le processus de mise en place des institutions issues des élections du 20 décembre 2023. Réaffirmons notre soutien inconditionnel et sans faille au chef de l'État et lui assurons notre accompagnement dans la réalisation de ses engagements avec la République. Confirmons notre soutien indéfectible au gouvernement Judith Souminois Toluka et notre appartenance à l'Union sacrée de la nation. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le chef de l'État, que vive l'Union sacrée de la nation. Je vous remercie. Démarrage du procès des assaillants du 19 mai dernier contre la résidence de Vital Kamerhe et le palais de la Nation. Ils sont 51 prévenus poursuivis devant le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe. Edi Chala, reportage. À cette première audience, il a été question de l'identification des prévenus au procès opposant le ministère public aux 53 prévenus. 2 sont poursuivis à titre posthume, Christian Malanga et Aboubakar non autrement identifiés, 41 pour 6 chefs d'accusation, attentat, extorsion, terrorisme, association des malfaiteurs, meurtre, détention illégale d'armes, et 10 pour 2 chefs d'accusation chacun, financement du terrorisme, participation à un mouvement armé et association des malfaiteurs. Ils sont tous liés à la tentative de déstabilisation des institutions de la République dans la nuit du 18 au 19 mai dernier, mais à des degrés divers. Ces événements avaient entraîné mort d'hommes et envahissement du palais de la Nation. La composition qui a suivi toutes les règles de procédure s'est dite régulièrement saisie et les prévenus ont été informés des griefs pour lesquels ils sont devant le tribunal militaire de Kinshasa-Gombe. Certains encourent la peine capitale alors que d'autres 20 ans de prison. La prochaine audience est fixée au 14 juin prochain. Voilà, et l'issue du procès pour viol contre le pasteur Kasambaka Sambakana de l'église primitive est enfin connue. Le tribunal des grandes instances de Kinshasa-Gombe a condamné Pierre Kasongo Kasambakana ce vendredi 7 juin 2024 à 11 ans de servitude pénale principalement avec une amende de 2 millions de francs congolais. Le pasteur de l'église primitive a été reconnu coupable de harcèlement sur mineurs et de mariage forcé. Le tribunal a prononcé d'autres peines de travaux forcés pour d'autres délits à son encontre. L'objectif est de réduire le taux de délinquance urbaine. Après Kinshasa, la ville de Lubumbashi se débarrasse de ses inciviques appelés Kuluna en les orientant vers des activités d'intérêt communautaire, une œuvre du service national sous la direction du général-major Kasson Kabouik. Commentaire en images, Cédric Kenina. À chaque départ, pour le centre de formation et d'instruction Félix-Antoine Tshisekedi à Kanyamakasisi, l'on assiste à un nombre croissant de jeunes délinquants urbains. À ce nombre s'ajoutent des volontaires séduits à l'idée d'apprendre un métier pour la vie. Kinshasa, Mbujimaï, nous voici dans le Haut-Katanga. Le pays est vaste. Il y a plusieurs jeunes, pas seulement les jeunes délinquants.
même les jeunes volontaires, les jeunes universitaires, il y en a beaucoup qui veulent venir au service national pour suivre la formation et l'encadrement. Le pays a du pain sur la planche. Il y a encore du travail à faire, nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais on ne doute pas. Il y a 4 ans, on n'était même pas en mesure d'encadrer un bataillon. Aujourd'hui, ce sont des brigades que nous sommes en train d'encadrer avec la ferme volonté politique du président de la République, chef de l'État. Vous le voyez vous-même. Je ne doute pas que d'ici peu, nous aurons la capacité d'encadrer peut-être 50 000 jeunes à la fois. Ce n'est pas impossible. Ces vagues incessantes de Kuluna ont produit leurs fruits, prenant en contre-pied les mauvaises langues qui voyaient en cette action éminemment sociale un départ pour un camp de concentration du genre nazi. Licencié. Biso ba jeune tolingi tokende tobongisa mboka totonga tobongisa banzela banini nyonso kosengela kosala toza ba volontaire. Bâtisseurs, ils deviennent de leur retour du centre de Kanyamakasese. Une immersion totale dans un monde où les difficultés de la vie se résout par la formation et non la violence urbaine. Il faut y croire, c'est possible. Projet d'infrastructure routière du corridor Zongo. Le gouvernement congolais vient d'en signer la lettre d'intention pour d'éventuelles études. La cérémonie s'est déroulée dans les installations de la Fédération des entreprises du Congo en présence des représentants de l'Agence française de développement. Eurydice Kitutu, Cédric Kenina, reportage. C'est la résultante du vaste programme de financement des corridors pour faciliter les échanges entre États d'une même sous-région. Global Gateway, initiative de l'Union européenne, est traduit ici en acte à travers la signature de la lettre d'intention dans le cadre des financements des études sur les corridors Zongo-Akula. Un projet inscrit dans le plan quinquennal du gouvernement de la République et qui vient oxygéner une coopération déjà renforcée entre la RDC et l'Union européenne à travers l'Agence française de développement. C'est ici la preuve de la bonne coopération qui existe entre notre gouvernement et les autres partenaires au développement que sont l'AFD, mais également avec l'Union européenne qui nous accompagne dans le cadre de ce programme, mais aussi, il faut le saluer, la présence de la FEC. Nous avons tenu à ce que nous fassions cette manifestation ici parce que nous voulons voir une plus grande implication des entreprises congolaises qui ont des compétences dans ce domaine. La Fédération des entreprises du Congo s'est jointe pour apporter la contribution des entreprises congolaises à la réussite de ces projets intégrateurs. La rencontre d'aujourd'hui, le fait qu'elle se passe ici chez nous à la FEC, elle augure une nouvelle ère d'un partenariat productif entre le secteur privé et le secteur public. Un territoire national connecté, c'est sans doute le gage d'un développement assis sur la production locale dans une économie diversifiée. Je voulais annoncer au tout début de cette édition Damien Mama est le représentant résident du PNUD et il est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir madame. Voilà, je précise que nous parlerons de près de 145 territoires. Le PNUD intervient dans 54 territoires répartis dans 9 provinces à travers 54 territoires ruraux et pour un coût de 650 millions de dollars américains. La mise en œuvre du premier volet de ce programme concerne 764 infrastructures scolaires, sanitaires et administratives qui sont en cours de livraison et la durée du programme de 2 ans a été prolongée de 2 ans par le gouvernement. Le programme va jusqu'au 31 décembre 2025. Ce sont des éléments qu'il fallait donner à tout prix avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, c'est quoi la bonne nouvelle, monsieur le représentant résident du SPNUD? La bonne nouvelle, c'est que l'ambition que le gouvernement de la RDC a affichée il y a à peu près 1 an et demi, annonçant aux Congolais qu'il construirait des milliers d'infrastructures,
Cette bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de dire aujourd'hui que ces infrastructures sortent de terre. Nous voyons des enfants qui occupent des salles de classe super bien équipées au standard de Kinshasa. Je suis rentré moi-même du Sankuru et du Maniema il y a quelques semaines et j'ai été très heureux de voir les enfants de Muyengo à Kailo dans la province du Maniema. J'ai vu les enfants et les parents de Lodja qui nous ont dit que c'est la première fois qu'ils ont l'occasion de voir des écoles qui sont du standard très moderne, avec des salles de classe équipées, des toilettes pour les filles et les garçons, et bien sûr, des moyens d'y accéder qui permettent aussi aux personnes à mobilité réduite d'être en mesure de pouvoir entrer dans les classes, dont les enfants handicapés peuvent aller dans les classes. Et puis, cerise sur le gâteau, ce sont des écoles avec des salles de classe, mais également des écoles avec des jardins centraux et des arbres pour permettre aux enfants de se reposer. Il y a des infrastructures qui sont en train d'être livrées. Absolument, nous avons au niveau du PNUD, vous savez le PNUD c'est l'une des 3 entités de mise en œuvre, nous avons aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, à peu près 150 infrastructures qui sont complètement finies et équipées, qui sont en train d'être livrées progressivement au gouvernement de la RDC. Et parmi ces 150 infrastructures, il y a à peu près une centaine d'écoles primaires. Et donc, moi-même, j'ai vu les enfants occuper les salles de classe. Et nous avons, compte tenu de notre méthodologie de travail, nous avions pris les dispositions il y a à peu près une année de nous assurer que les chantiers sont lancés de façon simultanée. Et aujourd'hui, nous avons commencé à récolter les fruits. Et nous avons atteint un niveau de maturité qui nous permet aujourd'hui de commencer à livrer des infrastructures, à peu près une vingtaine, une trentaine par mois. Et c'est le cycle soutenu qui va être maintenu jusqu'à la rentrée prochaine. Et vous avez déjà évoqué les défis qui sont d'ordre logistique, sécuritaire et climatique. Mais malgré cela, vous promettez aux Congolais que les résultats seront vus et les Quinois, les Congolais en général plutôt, vont bénéficier des résultats de ces programmes, les PDL 145 territoires. Les retards du PDL sont maintenant conjugués au passé. Nous ne parlons plus de retard maintenant, mais nous parlons plutôt de la pression pour livrer des infrastructures qui sont prêtes. Parce que pour même aller livrer une infrastructure, on fait des voyages de 2 semaines, 3 semaines par moto pour le faire. Et nous le faisons parce que nous voulons nous assurer que le gouvernement qui investit l'argent dans ces communautés regarde la qualité des ouvrages et s'assure que l'argent public qui a été loué a été utilisé à bon escient. Mais vous savez, le PDL, ce n'est pas que les infrastructures, c'est aussi les prochaines phases qui sont les chaînes de valeur agricoles, les routes de dessert agricole, ainsi que l'énergie et l'eau. Sur quel temps vous laissez le peuple congolais ? Moi, je laisse le peuple congolais plutôt sur une note d'espoir. Une note d'espoir parce que j'ai pu voir la réalité sur le terrain. Nous avons l'assurance que les ressources qui ont été allouées pour les infrastructures vont dans les infrastructures et il est très sûr que la composante qui est mise en œuvre par le PNUD sera livrée avec des infrastructures de qualité et les Congolais seront très fiers d'avoir ce partenariat avec nous. Damien Maman, représentant résident du PNUD, merci. Merci beaucoup, madame. Il est à la recherche d'une solution aux revendications des personnes vivant avec handicap. Le président de la CNDH, Paul Sampou, a rencontré la ministre déléguée en charge des personnes vulnérables, Irène Sambo. C'est dans le but de désamorcer la tension parmi un groupe des PVH qui s'oppose à la reconduction de leur ministre. Paul Sampou est au micro de Betty Amani. Lorsque il y a eu tension, le 1er juin, un samedi, qui avait bloqué complètement la circulation et qui a failli tourner mal. C'est en ce moment-là que j'ai pris mes responsabilités en tant que président de la CNDH pour calmer les manifestants. Je les ai reçus avec mes collègues de la CNDH. Ils nous ont présenté leurs doléances, leurs mémos, et nous avons vite compris que le conflit est gérable et il y a beaucoup d'incompréhension aussi. Et nous leur avions promis que nous allons les aider à trouver le calme pour la sauvegarde du ministère. C'est la raison qui justifie ma présence au cabinet de son Excellence Irène Sambo. Et nous venons d'échanger sur ce qu'elle a pu
réalisé durant le premier mandat. Ce qui reste à faire. Donc je prie aussi son son des cloches pour comprendre comment nous pouvons définitivement enterrer cette hache de guerre que l'autre partie avait voulu brandir en faisant toutes ces actions. En entre-temps, j'ai insisté sur le cessez-le-feu en quelque sorte. Pas de manifestations jusqu'au moment où les partis vont se mettre ensemble pour continuer dans la paix. Le développement du secteur de télécommunications et du numérique en RDC, il en a été question au cours des entretiens que le ministre sortant des Pétentique a eu tour à tour avec l'ambassadeur de Chine en RDC et le directeur des affaires réglementaires d'Airtel Afrique. Nono Mansekou, reportage. Il était question avec l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, reçu en premier par le ministre des Télécommunications et du Numérique, Augustin Kibasa Maliba, de discuter autour de la coopération entre la Chine et la République démocratique du Congo dans le domaine de télécommunications au moment où le Congo va bientôt entrer dans une nouvelle phase de développement. Des nouveaux projets de construction des infrastructures dans ce domaine pour rendre la production, la vie, les services du pays plus intelligents grâce au développement bien sûr de l'industrie des technologies numériques. Dadi Moukadi, directeur des affaires réglementaires de Airtel Afrique, lui aussi est venu présenter ses civilités au patron des Pétentique et numérique et se dit satisfait de la jonction Pétentique et numérique par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Lié directement au numérique, c'est un développement important qui rentre dans le cadre de l'alignement de tout ce qui se passe globalement. Donc la RDC est sur une très bonne voie et je profite de cette occasion justement pour remercier le chef de l'État pour sa vision de mettre le numérique parmi les priorités de l'État et ça s'est traduit justement par la jonction du Pétentique et du numérique. La reconduction de Augustin Kibasa Maliba au gouvernement sominois et surtout au Pétentique et numérique permet davantage la poursuite et la matérialisation des projets entre les partenaires et l'État congolais dans le domaine des télécoms et du numérique. Kibasa Maliba reste donc le ministre des Pétentique. Et pour sa contribution en RDC et en Afrique en matière de formation professionnelle, le directeur général de l'INPP s'est vu décerner à Accra au Ghana le prix de la 3e édition APSO Award 2024. Jujon Dibou, commentaire. Pour avoir fait ses preuves dans la bonne gestion et la bonne gouvernance et grâce à son management éclairé au sein de l'Institut national pour la préparation professionnelle INPP, son directeur général Godefroy Stanislas Chimonga vient de recevoir le prix de l'excellence de la 3e édition de African Public Optimum Award Ghana 2024 lors d'un bref forum organisé du 4 au 6 juin 2024 à l'hôtel La Palme Royal Beach à Accra au Ghana. Placé sous le thème « Transformer l'Afrique par le professionnalisme et l'excellence dans le service public ». Sentiment de joie, sentiment de gratitude à tout le personnel de l'INPP qui nous a accueillis lorsque nous avons été chargés par le gouvernement et par le chef de l'État qui a pensé que nous pouvions apporter notre petite pierre à l'amélioration et au développement de l'objet social d'INPP qui est la formation professionnelle, la formation en carrière et la formation qualifiante. Un autre temps fort, il s'agit de la remise de prix aux personnalités présélectionnées avec tapis rouge. Parmi les responsables gouvernementaux, les fonctionnaires, les institutions publiques et les décideurs politiques.
Et puis cette annonce de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans les secteurs privés, la RSP informe les sociétés éligibles au marché la disponibilité de l'appel d'offres par Kamoa Cooper SA sur son site internet. Les régulations de la sous-traitance dans le secteur privé annoncent aux sociétés sous-traitantes éligibles que 9 appels d'offres de la société principale Kamoa Cooper SA sont disponibles depuis ce vendredi 7 juin 2024 sur www.arsp.cd. Il s'agit de 1. La fourniture des boulets de broyage. 2. La fourniture des tuyaux en acier. 3. La fourniture des réactifs. 4. La fourniture des coques et de charbon. 5. La fourniture de l'achot et du calcaire. 6. La fourniture des thermocouples et électrodes. 7. La fourniture de consommables de soudure. 8. La fourniture de gaz. Et 9. La fourniture des pneus pour les véhicules légers, lourds et de mine. La RSP invite à cet effet les sociétés sous-traitantes qui exercent dans le domaine d'activités concordant à ces appels d'offres de les visiter sur notre site www.arsp.cd et de fournir toutes les informations et documents exigés à l'adresse suivante contract@kamoacooper.com afin de concourir à ces marchés à armes égales. Il faut noter que ces 9 appels d'offres partiels resteront ouverts du 7 juin au 17 juin 2024 à 14h de Kolwezi. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise. Relance de l'AMIBA, l'amibinière de Bakwanga a conclu à ce propos un partenariat avec une firme du Botswana. Les responsables de 2 entreprises se sont concertés à Kinshasa. Commentaire de Bennett Mogogo. C'est parti pour un partenariat gagnant-gagnant entre la minière de Bakwanga et la société botswanaise Mining Service Group. Il s'agit d'un protocole d'entente qui vient d'être signé entre les 2 firmes pour tabler sur la modernisation du travail. Selon les normes standards internationales, la société Mining Service Group propose à la MIBA des nouvelles options basées sur l'expérience dans le secteur de diamants au Botswana. Notre modèle de travail que nous allons mettre en place, l'expérience de Botswana et les savoirs de la RDC. L'objectif est de prouver la valeur réelle des diamants congolais, donner une image de la RDC comme un grand pays producteur de diamants. Le président du conseil d'administration de l'AMIBA, Jean-Charles Okoto, se réjouit du dit partenariat profitable pour la République démocratique du Congo, notamment avec la certification des ressources minières en diamants, des polygones et de ses environs. Et comme maintenant nous sommes en pleine mutation entre la Livionnaire et le Kimberlite, nous nous sommes dit qu'il était intéressant pour que nous puissions collaborer avec nos amis de Botswana. Aujourd'hui là, c'était pour le démarrage d'une grande structure qu'ils veulent mettre en place, notamment sur la commercialisation. L'AMIBA, depuis qu'elle a été créée, vend très mal son produit. Aujourd'hui, avec l'expérience de nos amis de Botswana, on vendra mieux et avoir même la valeur ajoutée de nos diamants. Avec le président Fachi et nos amis de Botswana, on sera mieux sécurisé afin de trouver la vraie valeur de la pierre de l'AMIBA. La concrétisation de cette collaboration entre l'AMIBA et la société Mining Service Group est l'une des retombées du dernier voyage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, au Botswana. Et désormais, la Direction générale des impôts devient le 44e membre du Forum de l'administration fiscale africaine, une des retombées de l'atelier de 3 jours tenu dans la capitale congolaise. Yolande Voka, Jean-Pierre Ndolo-Demazi. Les efforts de la Direction générale des impôts sont aujourd'hui couronnés. La DGI fait partie intégrante de la TAF, Forum sur l'administration fiscale africaine, une organisation qui s'est fixée comme mission de doter les pays membres d'administration fiscale capables de mobiliser les ressources nécessaires à la réalisation de leurs objectifs et parvenir à un développement durable. Le représentant du secrétaire exécutif de la TAF s'est réjoui de l'adhésion de la DGI à cette organisation. Ces jours marquent une étape importante non seulement pour la République démocratique du Congo, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Alors que nous continuons à renforcer nos efforts collectifs en faveur d'administration fiscale,
robuste et efficace, la mission de la République démocratique du Congo au sein de notre estimée organisation témoigne de l'engagement de votre pays à renforcer la mobilisation des ressources intérieures et à assurer au développement durable. Les deux parties ont apposé leur signature au bas de l'acte d'adhésion, un motif de satisfaction pour le directeur général de la DGI, Barnabé Mwakadi Mwamba. ATAF, c'est un forum sur l'administration fiscale africaine qui vise aussi les renforcements des systèmes fiscaux par l'échange d'informations ainsi que par le renforcement des capacités. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes les plus heureux d'être membres de l'ATAF. Nous savons très bien qu'ATAF nous aidera à atteindre facilement nos objectifs, notamment la mobilisation accrue des recettes. Le mariage est scellé entre la TAF et la DGI, et ce, pour le bien de ces deux partenaires. Ce journal est terminé, il a été rédigé par Renette Koulonga. Monique Mavungu l'a réalisé sous la supervision de Suzy Ngoy. À 23 h, vous retrouverez notre prochaine édition qui vous sera présentée par Bobo Anan Mokondi. Madame, Messieurs, bonsoir.